Bonjour et bienvenue sur Cyberpref Décode, l'émission d'assurance prévention qui décode les risques numériques touchant les adolescents. Dans cet épisode, j'ai recueilli le témoignage de 5 parents, 3 mamans et 2 papas dont les enfants sont âgés de 6 à 9 ans. Vous allez le découvrir dans quelques instants, ce sont des témoignages authentiques, sincères, de la part de ces parents que je remercie une nouvelle fois d'avoir répondu à mes questions. Alors leurs enfants sont encore jeunes, ils ne sont pas encore adolescents et pour l'instant, leur principale préoccupation porte sur le temps d'écran. Comment trouver le bon équilibre, ne pas verser dans l'excès d'écran, tout en permettant à son enfant de pouvoir vivre avec son temps, avec ses usages, des usages qui vont très vite, qui s'accélèrent et qui parfois même dépassent leurs parents. Alors je le précise, ces témoignages n'ont pas vocation à être des exemples, ce sont des paroles de parents qui ont accepté de se livrer et peut-être que certaines de ces paroles vous inspireront dans votre propre éducation. Bonjour Marine et merci de nous parler de ton rôle de maman puisque tu es maman d'une petite fille de 6 ans. Exactement. C'est vrai que les risques numériques, quand on a une petite fille de 6 ans, ils sont pas encore vraiment là. Mais je vois quand on parle de cyberharcèlement, d'addiction aux écrans, d'exposition à des contenus choquants. Tu vois, toi, en tant que maman, tu te dis quoi? Il faut que j'en parle assez vite avec ma fille. Comment tu prends ces sujets? Alors là, 6 ans. Donc effectivement, je suis pas encore à la période de harcèlement, de proactivité là-dessus. J'ai plus été dans les années précédentes dans des phases de réflexion sur à partir de quand est-ce que je la mets face aux écrans. Alors chez moi, par exemple, j'ai une télé qui est cachée, j'ai pas de tablette, j'utilise plus l'ordinateur, j'utilise un téléphone beaucoup trop souvent comme tout le monde, comme tout adulte, enfin comme toute personne, et je fais en sorte que ma fille ne soit pas trop sujette à utiliser ces écrans-là. Mais par exemple, avant ses 3 ans, elle a eu zéro écran. Alors à part chez les papis mamies, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, mais à la maison en tout cas. Les fameux dessins animés chez papy mamie. Ouais, c'est ça, c'est le sucre, c'est les bonbons, c'est les gâteaux, c'est les fouquettes, mais effectivement il y a des dessins animés chez papy mamie, mais à la maison avec papa on n'en voulait pas. Et après on s'est posé la réflexion à l'inverse de se dire mais avant ses 3 ans, elle connaît aucun Disney, elle connaît aucun Pas de Patrouille, etc. Et finalement ça pouvait aussi être un sujet de espèce de éviction sociale, de rejet vis-à-vis de ses autres copains copines à l'école. Et donc petit à petit, on a commencé à l'introduire à ces sujets-là, par exemple. Mais le temps d'écran est quand même assez limité et on fait attention à ça. Et donc c'était, on va dire, pour résumer ce que tu viens de nous dire, c'est que la première étape, c'est les dessins animés. Le temps d'écran, l'exposition, ouais, voilà, c'est ça. Et après, alors il y a les discussions avec l'enfant, parce qu'il faut qu'il comprenne que, en tout cas pour nous, que la vie c'est pas que derrière les écrans, mais ça fait partie aujourd'hui, donc c'est nécessaire. Et par contre, il y a des discussions à avoir aussi avec la sphère familiale, avec les amis autour, parce qu'il y a les papis-mamies qui gardent les enfants, il y a les amis, etc. Et donc, c'est bien gentil si à la maison on a des règles, mais si en dehors on les laisse regarder des films qui sont pas faits pour les enfants d'un âge, il y a de la violence, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément envie qu'ils fassent face aussi jeunes. C'est nécessaire aussi de rappeler des règles, les règles qu'on a envie de se mettre à l'entourage. Et ça aussi, ça a été nécessaire de mon côté vis-à-vis notamment des grands-parents qui gardent ma fille assez souvent parce qu'il y a pas de dessin animé le soir, on fait pas des choses, voilà, donc il y a aussi des règles à inculquer et faire en sorte que l'environnement proche de l'enfant même s'il c'est pas en accord totalement avec ces règles, il essaye quand même de maintenir un cadre à peu près. Et est-ce que tu en parles, vous en parlez, tu vois, avec le papa, avec votre fille, tu vois, des écrans, des dessins animés. Est-ce que vous avez des conversations à ce sujet? Alors, le papa et moi sommes séparés. Néanmoins, on maintient des règles communes tous les deux dans nos 2 endroits de vie, 2 lieux de vie. Vous êtes alignés en fait, quand même. On est alignés là-dessus, oui, totalement. En termes, ce sujet-là, c'est quelque chose on l'a vraiment à cœur. Et effectivement, un enfant, les écrans, c'est comme du sucre. Une fois qu'on en donne un petit peu, ils en veulent toujours plus et puis ils ont du mal à s'arrêter. C'est comme descendre dans un manège, c'est compliqué. Donc c'est bon, il y a un peu de négo par moment, mais effectivement, après, il y a juste aussi des règles à faire en amont, de se dire, c'est un dessin animé, ça sera un quart d'heure, c'est tout. Ou, ce week-end, on se fait un long dessin animé ensemble, une soirée dessin animé, une soirée, ça dure 1h30, voilà, mais ce sera tout. Et donc, du coup, voilà, c'est une question d'équilibre aussi, parce que mine de rien, le temps d'écran, c'est un excitant aussi pour les enfants. Du coup, il faut vérifier ça sur, les évolutions de comportement sur du moyen long terme, j'ai envie de dire. Donc ça se partage en fait. Merci beaucoup Marine pour ce témoignage. Nous sommes maintenant avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu es maman d'un enfant de 7 ans. Absolument.
quand on a un enfant de 7 ans, on n'est pas encore concerné par le smartphone, mais ça va arriver vite finalement. Oui, ça arrive très très vite. Ils sont de plus en plus adolescents, jeunes en fait. Juste avant de faire cette interview, tu me disais, moi, j'ai pas un ado, j'ai un pré-ado. Alors exactement. Et ça veut dire quoi en fait avoir un pré-ado? Ça veut dire que vis-à-vis, par exemple, notamment des écrans, est-ce que tu vois, il est déjà pleinement concerné? Il n'est pas encore très demandeur, mais on ressent que c'est bien justement de mettre la limite dès maintenant. Est-ce que tu vois, il fait des jeux vidéo, des petits jeux sur le téléphone, sur tablette? Non, on lui interdit. Mais il est demandeur. Il pourrait être demandeur dans la mesure où dans son environnement, il a des amis qui, soit de son âge, soit leurs frères et sœurs plus âgés, sont déjà habitués à avoir cette pratique. On parle beaucoup de parentalité numérique. Ça t'inspire quoi, cette parentalité numérique? Alors j'imagine que parentalité numérique, ça fait référence à un petit peu la responsabilité des parents sur l'usage de leurs enfants ou adolescents, l'usage qui peuvent être faits par leurs enfants sur le numérique en fait. Oui, et sur l'accompagnement. Sur l'accompagnement. Je pense que les parents eux-mêmes doivent être au fait effectivement des pratiques, donc ont besoin d'être acculturés, très clairement, puisque ça va très vite. Et puis eux-mêmes sont les premiers finalement exemples pour leurs enfants, puisque les enfants eux-mêmes sont confrontés à l'usage que les parents font des écrans, et notamment des smartphones. Donc il est délicat de poser une limite quand soi-même on donne l'illustration d'être quelqu'un qui utilise énormément justement les écrans au quotidien, dans la vie familiale, les smartphones. C'est là où c'est, je pense, compliqué. C'est ton cas, Sophie. Toi, est-ce que tu penses que t'es beaucoup sur ton téléphone, sur ton ordinateur, pour des raisons professionnelles aussi, mais... Alors j'essaie de ne pas le faire trop devant lui, justement parce qu'en fait rien n'échappe aux enfants. Et ils se rendent compte en fait que c'est important dans nos vies. Donc comme c'est important dans nos vies, ils sont attirés. Ça fait partie, en fait, c'est comme les livres. Un enfant qui verra ses parents lire des livres, en fait, plus naturellement va avoir la même pratique, le même usage. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, finalement, les écrans ont supplanté justement le format papier, que ce soit le magazine ou le livre. Et c'est ce qui rend si complexe en fait l'encadrement des pratiques, avec tous les risques effectivement qui sont sous-jacents, le risque d'image, avec l'intelligence artificielle, le risque que les enfants, et en particulier les ados, diffusent sur les réseaux sociaux leur propre image, leur propre vidéo, et que cet usage soit détourné. Donc moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensibilisée, et c'est pour ça que j'ai mis des limites très strictes, même sur je dirais le partage de photographies, avec tous les risques qu'il y a justement sur les photographies qui peuvent atterrir sur des sites qui ont des pratiques illicites, on va dire. Et donc là, tu parles de tes usages à toi, c'est ça, dans le cadre familial, personnel. Voilà. Toi, des photos que tu peux prendre de la famille. C'est-à-dire en fait, tu les partages dans des cercles très restreints. Je limite un maximum en fait. Tu limites un maximum. Je limite un maximum. Parce que c'est très simple de partager en fait après et de renvoyer. La problématique, c'est que c'est tellement simple que je pense que chacun oublie le risque. C'est-à-dire la simplicité de l'usage vient quelque part complètement éclipser le risque qu'il y a à avoir cet usage-là. Un grand merci Sophie d'avoir témoigné. Merci beaucoup à toi. Je suis avec Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors Lydia, toi tu es maman de deux jeunes enfants parce qu'ils ont 7 et 8 ans. Tout à fait. Tes enfants, ils sont en CE1, CE2? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est ça? Est-ce qu'il y a déjà un usage du smartphone, de la tablette? Alors smartphone non, c'est un peu tôt. Par contre, elles ont bien une tablette qu'elles partagent et tout ce qu'elles font aujourd'hui, c'est regarder des petits dessins animés ou bien des jeux adaptés pour leur âge, mais ça va pas plus loin. Donc elles n'ont pas accès à Internet à l'heure actuelle. D'accord. Comment ça se passe? Est-ce qu'elles vous demandent? Est-ce que cette tablette, elle est libre d'accès? Elles peuvent s'en servir un peu quand elles veulent? Comment ça se passe? La tablette est libre d'accès, mais par contre, nous, on a limité l'usage dans le temps, c'est-à-dire qu'on a paramétré la tablette sur une durée. Elles ont 30 minutes chacune sur la journée en libre accès sur la tablette, donc elles le savent très bien. Et ça va pas au-delà. On peut faire des fois des petites exceptions. Un cas de... Donc, elles regardent des dessins animés. Est-ce qu'elles font des jeux? Elles font beaucoup de jeux, oui. Quels jeux, par exemple? Des jeux, des comparaisons d'images, des dessins. Enfin, voilà. J'avoue que je regarde pas de près les jeux qu'elles font, mais on garde quand même un œil dans le sens où on s'assure qu'elles n'ont pas accès à des jeux qui sont pas adaptés à leur âge. La moyenne d'âge du premier smartphone,
c'est 10-11 ans. Donc, tu vois, c'est CM2, 6e. Ah oui, c'est très tôt. C'est très tôt, mais en fait, ça s'explique, tu vois, par le passage, on va dire, au collège, quoi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Vous en parlez peut-être aussi déjà? On en parle parce que c'est une question de sécurité, tout d'abord pour nous. Donc effectivement, on se demande si à partir de 10-11 ans, elles iront toutes seules à l'école. Et dans ce cas, on se pose la question d'un smartphone, d'un téléphone pour qu'on puisse les contacter, nous assurer qu'elles sont bien arrivées à l'école. Voilà, on en parle dans ce cadre. Donc c'est une question qu'on se pose, mais je trouve personnellement que 10-11 ans, c'est vraiment trop tôt pour avoir un smartphone ou un téléphone portable. Et dans l'exposition au contenu choquant, violent, pornographie, etc. Est-ce que, alors, tu vois, donc là, si je comprends bien, dans l'usage qu'elles ont aujourd'hui de la tablette, a priori, c'est bloqué, hein, c'est ça, par. Oui, c'est bien bloqué. Ils n'ont pas accès à Internet déjà. Donc, elles ne risquent pas de tomber sur des vidéos ou des contenus violents ou. Peut-être vous en parlez déjà? Non, pas encore, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore l'approche. Hein. On n'a pas encore réussi à construire notre approche pour parler du sujet. Je pense qu'on va commencer bientôt parce que 8 ans, c'est l'âge de la raison. Enfin, 7 ans déjà, c'est l'âge de la raison. Donc, elles sont en capacité de comprendre des choses plus complexes. Donc, il faudra qu'on s'y mette. Mais ça nécessite peut-être aussi de réfléchir, de maîtriser les outils soi-même. Comment tu le perçois, ça? Oui, c'est vrai que nous, on est dans un cadre plutôt strict parce que la tablette, c'est 30 minutes. L'accès aux dessins animés à la télé, c'est... Ils sont jeunes aussi. Ils sont jeunes. Donc, on est dans un cadre encore strict. Et on essaie de maintenir ce cadre le plus longtemps possible. Mais en même temps, on pose des questions par rapport aux enfants qui ont accès parce que c'est une certaine aussi connaissance et enrichissement avec cet accès qui arrive. Et donc on s'est dit qu'à un moment donné, il faudrait qu'on leur permette un peu plus, qu'on leur donne un peu plus de liberté dans l'usage en fonction de leur maturité. Je vais attendre qu'elle nous réclame. C'est à partir de ce moment-là qu'on va discuter plus sérieusement et qu'on va essayer de mettre en place des accès, développer dans tous les cas le sujet en famille. Merci Lydia d'être venue témoigner. Je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, tu es papa d'un garçon de 8 ans, donc ça veut dire qu'il est à l'école primaire? Tout à fait, en CE2. C'est CE2. Très bien. Pour l'instant, bien sûr, hein, il n'y a pas de smartphone, hein, il n'a pas son propre smartphone. Est-ce qu'il a sa propre tablette? Il n'a pas sa propre tablette, mais il a accès en autonomie à une tablette. C'est pas la sienne, mais il peut accéder à une tablette tout seul. Et donc, il demande l'autorisation? Il demande quand même l'autorisation. Il y a certains contrôles parentaux qui sont installés, mais il y a quand même une certaine liberté, ouais. Qu'est-ce qu'il fait sur la tablette? Il regarde beaucoup Netflix, Kids. Je regarde des fois avec lui. Et aussi de la musique, Spotify aussi. Et donc c'est quoi? Il recherche des musiques, c'est ça? Ouais, il recherche des musiques parce que comme il sait lire et écrire, il écrit des choses et puis après il profite pas mal de l'algorithme avec les suggestions, etc. Voilà, basé. Alors après, ça pour le coup, il est encore plus libre. Là, j'interviens beaucoup moins. Des fois, il a sa propre playlist après dans Spotify à son prénom. Je découvre des musiques qu'il a ajoutées, voilà, et c'est sympa, c'est rigolo. Est-ce que il est sur des réseaux sociaux? Ah non. Est-ce qu'il demande à être sur des réseaux sociaux? Non, parce que dans sa tête, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas qu'on lui a dit, c'est que pour lui les réseaux sociaux c'est pas bien. On lui a jamais dit ça dans ces termes-là, mais en tout cas lui il pense ça. Il veut pas qu'on le mette en photo parce que c'est un truc qu'on lui a dit qu'on ne ferait pas et donc lui il a intégré ça, on le met pas en photo sur les réseaux sociaux. Peut-être le semblant de réseau social qu'il voudrait, c'est qu'il joue aux jeux vidéo. Ouais. Et dans les jeux vidéo tu peux te connecter aux gens que tu connais. Voilà, donc il y a un truc comme ça, mais on lui a bien expliqué que comme il sait pas avec qui il est, faut qu'il se méfie. Donc il a aussi intégré ça. Mais il est quand même attiré parce qu'il côtoie aussi il fait du sport et il côtoie des gens qui sont plus grands que lui. Donc là, il est encore à l'école primaire, on l'a dit, CE2. L'âge moyen du premier smartphone en France, c'est 10-11 ans. Donc en gros, tu vois, c'est CM2, 6e. Okay. Vous appréhendez déjà avec la maman? Est-ce que vous en parlez peut-être avec lui? Alors, on en parle avec lui parce que lui, il voudrait déjà un téléphone, c'est normal. Donc il sait qu'il le demande, il sait qu'on lui dit non. On en parle avec la maman, on n'a pas trop d'idées là-dessus. Par contre, en groupe de parents, c'est-à-dire d'autres parents qui ont des enfants du même âge, etc., il y a une espèce de consensus qui se dégage sur c'est l'entrée au collège. En tout cas, c'est la communication qu'on a vers notre fils. Moi, je lui ai déjà dit, tu n'auras pas de smartphone avant le collège. Et après, on va pas se mentir, hein, il est à un âge, il fait partie d'une génération où il est très très attiré par les écrans. Il faut aussi qu'on fasse attention à ça. J'imagine que vous lui posez des limites. Il y a un cadre. Ah oui, par exemple, tout à l'heure on parlait de jeux vidéo, il joue sur la Switch. Et sur la Switch, il y a le contrôle parental. On peut pas installer n'importe quel jeu, etc. Mais surtout, il y a la limite de temps.
Et donc ça, c'est carré, la Switch elle sonne et elle s'éteint, etc. Il le sait, il y a un compteur, etc. C'est intégré. Et même il joue avec ça. C'est-à-dire que des fois il sait, ok, il me reste tant de temps, je l'éteins là, je peux garder du temps pour plus tard, machin, etc. Ah, il y a des mises à jour de jeu, je les fais pas parce que je vais perdre du temps. Et il joue avec tout ça. Mais c'est bien aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Si je te parle de parentalité numérique, ça t'inspire quoi la parentalité numérique? Pour moi, je l'associe tout de suite au contrôle parental, c'est-à-dire vraiment avoir une vue sur sa vie numérique. Mais maintenant se pose énormément de questions, et là j'ai pas de réponse, sur la liberté. C'est-à-dire à quel moment t'es intrusif à un point où tu vas regarder tout ce qu'il fait, et à quel moment tu dis non, j'accepte qu'il y ait une part où je sais pas ce qu'il fait. Vraiment là, j'ai pas de réponse, tu vois, et moi je suis aussi preneur d'informations, de choses comme ça. Donc tu vois, c'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec toi et aussi de découvrir le podcast que tu fais, parce que je pense que ça va m'aider aussi, tu vois, peut-être d'avoir aussi d'autres témoignages, tout ça. Mais ce qui est sûr, et ce que j'entends beaucoup avec d'autres parents, d'autres histoires d'enfants peut-être plus grands, c'est qu'à un moment il va falloir des coupures. Notamment, j'entends trop d'enfants qui dorment pas la nuit, qui sont sur leur téléphone la nuit, etc., qui perdent beaucoup de temps de sommeil. Et ça, pour moi, ça va être ça va être vraiment un no-go, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça aussi la manière de répondre à ta question, c'est de dire, c'est aussi l'investissement des parents dans la vie numérique de leurs enfants. Où est-ce qu'on met les limites, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'investir d'une façon ou d'une autre. Tu peux pas laisser juste le truc se faire tout seul, quoi. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton témoignage, et tu résumes bien la difficulté de cet accompagnement où les parents se posent des questions en permanence pour essayer de trouver le juste milieu, le bon équilibre. Je suis avec Guillaume, qui est papa de 2 petits garçons. Bonjour Guillaume. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous. À propos du cyberharcèlement, donc toi, je vais donner l'âge de tes enfants. Donc t'as ton aîné qui a 8 ans et ensuite le second qui a 3 ans. Exactement. Pour l'instant, on peut pas dire qu'ils soient vraiment confrontés au cyberharcèlement, mais ça va arriver vite parce que l'école primaire, le collège. Comment tu appréhendes justement le cyberharcèlement avec tes enfants? Je veux les protéger, mais je veux aussi les éduquer, les informer pour leur donner les clés, les armes pour faire face à cette situation de cyberharcèlement. Tous les jours à la radio, à la télé, on lit des cas très choquants d'adolescents qui ont fait des actes, des tentatives de suicide ou des suicides suite à des cyberharcèlements. Et j'ai envie de leur donner les clés, pouvoir se protéger, surtout pouvoir communiquer avec nous, nous alerter, parce que je pense que le plus important c'est la communication, qu'ils puissent avoir une parole libre vis-à-vis de moi et mon épouse pour qu'on puisse réagir, et aussi qu'ils puissent eux-mêmes se défendre face à une situation de cyberharcèlement. Alors ce qui est compliqué avec le cyberharcèlement, c'est que ça s'arrête jamais. C'est ça. Alors les protéger contre le cyberharcèlement, mais aussi que nos enfants ne deviennent pas l'harceleur. Important, parce qu'il faut aussi les éduquer pour dire où commence le cyberharcèlement et où commence un peu la moquerie. Il y a un delta, il faut être très vigilant que nos enfants, leur expliquer, que faut pas s'en prendre aux autres, que voilà, pas se moquer des gens et pas devenir un cyberharceleur. Donc ça va dans les deux sens aussi, protéger nos enfants, mais aussi les éduquer pour qu'ils ne deviennent pas un cyberharceleur ou un harceleur tout court, juste pour briller en société, devenir la personne bien vue au primaire et tout. Il y a d'autres façons d'avoir des amis que d'harceler ses petits copains ou ses petites copines. Et tu vois, Guillaume, ça fait sens ce que tu dis, parce que tu parlais notamment de ces cas qu'on voit dans les médias, toi, c'est ces cas graves. Et en fait, quand on a des témoignages de la part de ceux qui ont harcelé, en fait, ils se rendent pas compte. Oui. On voulait pas faire de mal. D'où le rôle des parents. Les parents sont la clé, c'est ça. Exactement, les parents sont la clé, comme dans beaucoup de domaines. La BD, le manga, la Falcon Flip que tu viens de me présenter, c'est typiquement ce genre de support très ludique que tous les enfants devraient lire pour réaliser la réalité des choses, quoi. Donc il faut des campagnes, il faut alerter, il faut prévenir et éduquer. Et c'est les parents qui ont un rôle majeur à jouer dans cette éducation. Et ça reste des enfants. Ça reste des enfants. L'enfant n'a pas conscience du mal qu'il peut causer à autrui, et donc très important de les accompagner. Et ce que vous faites, c'est top. Merci beaucoup, Guillaume.
C'est la fin de cet épisode et si vous souhaitez en savoir plus sur Cyberprev par Assurance Prévention, rendez-vous sur notre site cyberprev.fr où vous trouverez des conseils pour les adolescents eux-mêmes, pour leurs parents, pour le monde éducatif. Et à propos donc de Falcon Flip dont parle Guillaume dans son témoignage, il s'agit d'un webtoon, c'est un manga en ligne qui est accessible gratuitement. Et ce webtoon vous propose de suivre le quotidien d'un groupe de collégiens passionnés de skate et qui va être confronté à ces risques numériques, et notamment le cyberharcèlement, le jour où Chloé, choquée, découvre une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Cyberprev Décode avec Assurance Prévention.